Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Delattre, de Pierre Pélissier, lu par Hervé Lavigne. Avant-propos. La vie, la carrière, les combats et la personnalité du maréchal Delattre de Tassigny ont déjà inspiré bien des auteurs. Un ouvrage supplémentaire pourrait donc paraître superflu. Encore qu'il ne manque point de biographies multiples pour un même sujet, dès l'instant où celui-ci est de bonne dimension. En réalité, il convient d'accepter que, pour l'essentiel, les publications des précédents livres consacrés à Jean Delattre ont presque immédiatement suivi sa disparition, survenue le 11 janvier 1952. Pierre Croidy, Louis Chaigne et René Thomasset publient leurs ouvrages dès cette année 1952. Bernard Simiot, Jean Dème sont en librairie l'année suivante, suivis de peu par Michel Droit, puis Jacques d'Infreville. À cette époque, 7 ou 8 années seulement nous séparent de la capitulation des nazis, le 8 mai 1945. L'Europe souffre toujours des meurtrissures d'une guerre achevée, certes, mais aux séquelles innombrables. Convalescente, elle est déchirée par des saignées de barbelés, entrecoupées de miradors, encadrant des glacis de champs de mines. Le rideau de fer est en place pour des décennies encore. L'Est est en proie à la dictature communiste, alors que l'Ouest s'abandonne aux jeux frivoles, chers au régime authentiquement démocratique. Il y a tant à faire, tant à reconstruire, le présent à enjoliver, l'espérance à retrouver, l'avenir à imaginer que les chansons de geste sont les bienvenues. Le conflit indochinois, de plus, n'est point encore achevé. C'est pourtant là que Jean Delattre de Tassigny s'est usé physiquement en se donnant sans réserve à sa mission. Dans les dernières semaines de sa vie, il a été bien au-delà de ses forces, comme s'il voulait être digne de Bernard, son fils unique, mort au combat, comme s'il entendait ignorer la maladie qui allait l'emporter. En cette ultime année 1951, si riche et si lourde, il a été chef militaire, homme politique, diplomate, réussissant la synthèse de ses aspirations, mais sans pouvoir aller au terme de sa tâche. Dans ces années 50, pour l'Indochine, comme pour la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, les documents, lorsqu'ils existaient, avaient l'obligation de disparaître au plus profond des dépôts d'archives. Pour 35 années dans le meilleur des cas. Pour un temps frôlant l'infini, si telle est la volonté de l'État, qui n'aime pas forcément avouer ses turpitudes. Si tel est le bon plaisir de particuliers détenteurs de papiers relevant de l'histoire, mais sommeillant trop souvent dans un placard familial lorsqu'ils n'ont pas été épurés ou détruits. Tous les biographes passés du maréchal Delattre ont aussi en commun de l'avoir bien connu, beaucoup fréquenté et surtout d'avoir travaillé avec cet homme hors du commun. Ils ont été de ses proches, souvent de ses collaborateurs immédiats, mais non point de ses confidents. Le maréchal en avait peu. Il était donc logique, humain et inévitable que leur travail ait, à l'occasion, glissé vers l'hagiographie. Les uns, Bernard Simiot en premier lieu, qui nous a laissé le meilleur de ses livres précoces, ont mis dans leur ouvrage tout le talent possible et même beaucoup de rigueur. Ils n'ont péché occasionnellement que par omission. Il ne fallait pas que la simple évocation des faits incertains puisse érafler une statue que ses proches voulaient robuste comme les reins, lisse comme le marbre, éclatante comme l'or. Pour d'autres, hélas, la géographie est dépassée. L'imagerie d'Épinal, dans sa naïveté originelle, n'aurait même pas osé.
L'éloge, sans nuance, se répand avec un tel aplomb et une telle abondance que la crédibilité s'estompe. Aujourd'hui, les moins réussis de ces récits, heureusement les plus courts, ne servent point le héros qu'ils entendaient honorer. Ils font simplement sourire. Reste un livre d'hommage, œuvre collective, elle aussi publiée en 1953. Nous la devons à ses plus proches collaborateurs, à leur vénération pour le patron, puis à d'autres témoins peu connus, parfois inattendus, nous révélant des instants historiques ou privés, des moments sereins ou dramatiques. L'idée était intéressante d'un tel ouvrage pour lequel chacun apporterait sa touche, ses souvenirs, sa ferveur. La tâche n'était point aisée, puisqu'il s'agissait de recueillir quelques 50 témoignages soigneusement ordonnés sur le soldat, l'homme, le politique, l'esthète, l'éducateur ou le diplomate. Le seul inconvénient tient à un infime détail resté secret pour que l'éditeur ne renonce point. Ces apports, si spontanés d'apparence, étaient en réalité parfaitement polissés. Il existe même, en date du 25 mai 1952, une sorte de directive adressée à quelques-uns des animateurs du projet. Il faut faire un choix entre les témoins. Obtenir d'eux qu'évitant la tentation de dire tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils pensent, ils limitent leur participation à l'œuvre d'ensemble à l'énoncé d'un trait essentiel. Qu'importe, peut-on répondre, ce qui a été publié est suffisamment précieux. Le présent ouvrage y fait d'ailleurs référence à de nombreuses reprises. Pourtant, après cette recommandation aux allures d'aveu, après cette cachotterie organisée, comment prétendre que tout a été dit ou écrit? Ainsi, comme bien souvent pour une biographie, il a fallu attendre que les années passent, que les passions s'émoussent, que les archives s'ouvrent, que devienne possible une lecture plus objective des mémoires et autres récits laissés à la postérité par les principaux participants des événements de notre siècle. Trop souvent, lorsque ceux-ci avaient pris la plume ou s'étaient confiés à un porte-plume, leurs propos n'avaient pas toujours été de servir l'histoire, mais parfois d'embellir leur renommée. Aujourd'hui, avec le recul du temps apportant une forme de sérénité, en remplaçant l'homme au cœur de son époque, en situation parmi ses pairs, confronté à des événements dont les enchaînements lui échappaient tout naturellement, Jean de Lattre de Tassigny apparaît toujours aussi glorieux, toujours aussi souverain. Mais nous ne sommes plus devant un chef-d'œuvre de la statuaire chryséléphantine. Le naturel et les réalités jaillissent enfin. Le roi Jean atteint une autre dimension, plus humaine, plus réelle. Une autre statue moins convenue surgit de la glaise pétrie par le temps. Il n'est plus guère que ses familiers et ses inconditionnels, qui sont souvent les mêmes, pour penser que l'homme était d'une seule pièce, sans défaut ni faiblesse, étranger aux erreurs comme aux écarts. Une biographie, en tout cas, ne s'écrit pas en contournant les obstacles, en gommant quelques mois difficiles ou quelques actions saugrenues, en étouffant quelques défauts pourtant bien visibles sous une avalanche de qualités tout aussi indiscutables. Au fil des mois, en étudiant les documents enfin accessibles, en retrouvant mémoires et récits, en écoutant des témoins parfois négligés, l'auteur a découvert un personnage qui n'était pas exactement celui qu'il s'attendait à fréquenter quotidiennement pendant près de 3 années. Parce que l'homme a connu des faiblesses, il s'est révélé plus intéressant. Parce qu'il a souvent cédé à ses sympathies comme à ses antipathies, à ses partis pris comme à ses enthousiasmes, il est apparu multiple, donc infiniment plus riche. Voudrait-on l'imaginer drapé dans sa superbe qu'il ne pourrait plus être lui-même, c'est-à-dire un homme qui, dans le même temps, pouvait engendrer l'admiration ou déclencher le dédain, pour ne point parler de haine. Les dévouements absolus et les aversions irrémédiables, un chef charismatique pour les uns, odieux pour les autres, un stratège génial ou entêté, ce ne sont pas là des dons accordés aux âmes faibles, aux natures simples,
aux esprits hésitants. Reste cependant un travers étonnant que l'on peut découvrir en cheminant d'une biographie à l'autre. Curiosité qui est peut-être le fruit vénéneux de récoltes trop hâtives ou trop dévotes. Pour certains des épisodes les plus connus de la geste de Jean, Joseph, Marie, Gabriel de Lattre de Tassigny, il existe aisément 2 ou 3, voire 5 versions. Elles sont souvent fort différentes, sans jamais être fondamentalement contradictoires. Des nuances qui, pourtant, ne pouvaient pas être gommées. C'est ainsi que cette biographie, pour le seul motif d'être aussi complète que possible, offre parfois des variations sur un même thème. Cette règle est devenue une évidence dès l'instant où aucune version ne s'imposait réellement aux dépens des autres, sauf à être contraire à la plus élémentaire vraisemblance, sauf à surgir de documents enfin exhumés. Les écrits du maréchal de Lattre, les souvenirs de Madame de Lattre comptent parmi les sources. Ils ne pouvaient cependant être uniques ni irrécusables. De la confrontation vient l'approche de la vérité. Enfin, l'auteur sera navré de décevoir ceux qui se regroupent sous l'appellation éloquente de fanamili. Il n'a voulu écrire ni l'histoire des 2 guerres mondiales, ni celle de la guerre d'Indochine. Les récits détaillés de ces années de combat existent ailleurs. Le sujet, c'est Jean de Lattre de Tassigny, et lui seul.